J'ai regardé ma fille signer le dernier document devant le notaire, et mon cœur s'est figé. Elle venait de prendre ma maison. Mon fils a souri en glissant les clés dans sa poche. Ma belle-fille a fermé mon compte bancaire d'un simple clic sur son téléphone. En moins de 3 heures, j'avais tout perdu. Tout ce que j'avais bâti en 40 ans de travail venait de disparaître sous mes yeux. Et le pire, c'est qu'ils ont fait semblant de pleurer en me disant que c'était pour mon bien. Mais ils avaient oublié quelque chose. Une nuit, un hôpital, un jeune homme mourant, et une dette que personne ne connaissait. Je m'appelle Mariama, j'ai 63 ans. Je suis née au Sénégal, mais j'ai construit ma vie ici, en France, dans une petite ville près de Lyon. Pendant plus de 40 ans, j'ai travaillé comme aide-soignante dans un hôpital public. J'ai élevé mes 2 enfants seuls après la mort de mon mari. J'ai économisé chaque centime. J'ai acheté un appartement, puis une petite maison avec un jardin. J'ai ouvert un compte épargne pour mes enfants. J'ai fait tout ce qu'une mère fait par amour. Et je croyais qu'ils me respectaient pour ça. Si vous êtes ici parce que vous comprenez ce que c'est de donner sans compter, abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche. Parce que cette histoire ne fait que commencer. Et ce qui vient après va vous montrer que parfois, la justice arrive d'où on ne l'attend pas. Tout a commencé il y a 6 mois. Ma fille, Aïcha, est venue me voir un dimanche après-midi. Elle avait un air sérieux. Elle m'a dit qu'elle s'inquiétait pour moi, que je vieillissais, que je risquais de me faire arnaquer, que je devais protéger mon patrimoine. Elle m'a parlé de succession, de donation, de papiers à signer pour éviter les impôts. Elle avait tout préparé, des dossiers imprimés, des rendez-vous pris. Elle m'a même apporté du thé à la menthe, comme quand elle était petite. J'ai senti une chaleur dans mon cœur. Ma fille prenait soin de moi. Du moins, c'est ce que je croyais. Mon fils, Mamadou, est arrivé 2 jours plus tard. Lui aussi parlait de protection. Il m'a dit que la maison était trop grande pour moi, que l'entretien coûtait cher, qu'il valait mieux la mettre à son nom pour éviter les saisies en cas de problème de santé. Il m'a juré que rien ne changerait, que je pourrais rester aussi longtemps que je voulais, que c'était juste une formalité administrative. Il m'a embrassée sur le front. Il m'a appelée maman chérie. Et moi, comme une idiote, j'ai signé. Pendant des semaines, j'ai continué ma vie normalement. Je travaillais encore 2 jours par semaine à l'hôpital. J'allais au marché, je cuisinais pour mes enfants le dimanche, mais quelque chose avait changé. Aïcha ne répondait plus aussi vite à mes messages. Mamadou annulait nos déjeuners. Sa femme, Nadège, une Française qui ne m'avait jamais vraiment aimée, me regardait avec un petit sourire en coin. Un sourire qui disait quelque chose que je ne voulais pas comprendre. Un matin, j'ai reçu une lettre de la banque. Mon compte épargne avait été clôturé. 32 000 €. Disparu. J'ai appelé la banque. On m'a dit que le compte avait été transféré, que tout était légal, que j'avais signé une procuration. J'ai senti mes jambes trembler. J'ai rappelé Aïcha, elle n'a pas décroché. J'ai appelé Mamadou. Il m'a dit qu'on parlerait plus tard. Plus tard. Ce mot a résonné dans ma tête comme une cloche funèbre. Le soir même, ils sont tous venus à la maison. Aïcha, Mamadou, Nadège et même le mari d'Aïcha, Laurent. Un homme que je n'avais jamais aimé, mais que j'avais toujours accueilli avec respect. Ils se sont assis autour de la table de la cuisine. Cette table que j'avais achetée avec mes premières économies. Ils ont posé des papiers devant moi. Mamadou a pris la parole. Il m'a dit que la maison était maintenant à son nom, que le compte bancaire avait été transféré à Aïcha pour des raisons fiscales, que tout était pour mon bien, que je devais leur faire confiance. J'ai regardé leur visage. Aïcha évitait mes yeux. Mamadou parlait vite, trop vite. Nadège souriait. Laurent fixait son téléphone. Et moi, je me suis sentie toute petite, comme une vieille femme inutile qu'on range dans un coin. J'ai voulu protester. J'ai ouvert la bouche. Mais Nadège m'a coupée. Elle m'a dit que j'étais fatiguée, que je ne comprenais pas bien les choses, que c'était mieux ainsi. Elle a ajouté, avec ce ton doucereux qui cache le mépris, que je pourrais peut-être aller vivre dans une résidence pour personnes âgées, que ce serait plus confortable pour moi. J'ai senti la colère monter. Mais je n'ai rien dit, pas encore. Je les ai laissés parler. Je les ai laissés croire qu'ils avaient gagné, parce que quelque chose en moi refusait de se briser. Une voix intérieure me disait d'attendre, de ne pas montrer ma peur, de ne pas leur donner cette satisfaction. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je suis restée assise dans mon lit, les yeux fixés sur le plafond. J'ai repensé à toutes ces années, à tous ces sacrifices, aux nuits où je rentrais épuisée de l'hôpital, aux fois où j'avais sauté des repas pour payer leurs études,
aux cadeaux que je leur offrais même quand je n'avais pas les moyens. Et maintenant, ils me jetaient comme un vieux meuble encombrant. Mais au milieu de cette nuit noire, un souvenir est remonté. Un souvenir précis. Une autre nuit, il y a 15 ans, un soir de février. Froid, pluvieux. J'étais de garde aux urgences. On avait amené un jeune homme en urgence absolue. Accident de moto, hémorragie interne, pas de famille, pas de papier, juste un corps brisé sur une civière. Les médecins avaient besoin d'une autorisation pour opérer. Personne ne voulait signer. Trop de risques, trop de complications possibles. Mais ce jeune homme allait mourir si on ne faisait rien. J'ai regardé son visage. Il avait à peine 20 ans. Ses yeux étaient défermés. Son souffle était faible. Et quelque chose en moi a refusé de le laisser partir. J'ai signé les papiers. J'ai pris la responsabilité. J'ai dit au chirurgien de faire ce qu'il fallait. J'ai attendu toute la nuit dans le couloir. À 6 heures du matin, le médecin est sorti. Il m'a souri. Le jeune homme vivait. Il allait s'en sortir. Quelques jours plus tard, il s'est réveillé. Il m'a regardé avec des yeux remplis de larmes. Il m'a demandé mon nom. Je lui ai dit. Il a serré ma main. Il m'a dit qu'il me devait la vie, qu'il n'oublierait jamais. Puis, il est parti. Je n'ai plus jamais entendu parler de lui. Jusqu'à maintenant. Le lendemain de cette réunion catastrophique avec mes enfants, j'ai reçu un message sur mon téléphone. Un numéro inconnu. Le message disait simplement « Mariama, vous vous souvenez de moi ? Hôpital Édouard Herriot. Février 2010. Vous m'avez sauvé la vie. J'ai des informations qui pourraient vous intéresser concernant votre famille. » Mon cœur s'est arrêté. J'ai relu le message 3 fois. Qui était cet homme ? Comment l'avait-il su pour ma famille ? J'ai répondu « Qui êtes-vous » La réponse est arrivée 10 minutes plus tard. On peut se voir demain, café de la gare, 14 h. Je m'appelle Ibrahima. Vous ne me reconnaîtrez peut-être pas. Mais moi, je ne vous ai jamais oublié. Le lendemain, je suis arrivée au café de la gare avec 20 minutes d'avance. J'avais les mains moites, le cœur battant. Je ne savais pas à quoi m'attendre. J'ai commandé un thé et je me suis assise près de la fenêtre. À 14 h précises, un homme est entré. Grand, la quarantaine, costume sobre, regard intelligent. Il m'a vue et a souri. Ce sourire, je l'ai reconnu immédiatement. C'était lui, le jeune homme de l'hôpital. Mais il n'avait plus rien d'un garçon brisé sur une civière. Il s'est assis en face de moi. Il a posé une sacoche en cuir sur la table. Il m'a regardé dans les yeux et il a dit « Mariama, je vous dois tout. Après ce que vous avez fait, j'ai reconstruit ma vie. J'ai terminé mes études. Je suis devenu avocat, spécialisé en droit des successions et en fraude familiale. Et quand j'ai entendu votre nom la semaine dernière dans un dossier qui passait par mon cabinet, j'ai su que je devais intervenir. J'ai senti mes mains trembler. Il a sorti des documents de sa sacoche, des photocopies, des relevés bancaires, des actes notariés. Il a commencé à parler. Sa voix était calme, mais ferme. Il m'a expliqué que ma fille et mon fils avaient monté une opération parfaitement orchestrée, que les papiers que j'avais signés n'étaient pas de simples donations, qu'ils contenaient des clauses cachées, que mon compte bancaire avait été vidé progressivement depuis 6 mois, que ma maison avait été mise en vente dès le lendemain du transfert de propriété, que tout était légal en apparence, mais profondément malhonnête sur le fond. Il a ajouté quelque chose qui m'a glacé le sang. Nadège, ma belle-fille, travaillait dans une agence immobilière. Elle avait déjà trouvé un acheteur pour ma maison, un promoteur qui voulait démolir pour construire des appartements. Le contrat devait être signé dans 15 jours. Après ça, je n'aurais plus rien. Pas de toit, pas d'argent, pas de recours. J'ai fermé les yeux. J'ai senti une vague de désespoir m'envahir. Mais Ibrahima a posé sa main sur la mienne. Il m'a dit « Mariama, vous m'avez donné une seconde chance quand personne ne voulait prendre de risques. Aujourd'hui, c'est à mon tour. Je vais vous aider. Mais il faut agir vite. Et il faut être intelligente. » Il m'a expliqué son plan. Nous allions attaquer la procédure pour vice de consentement. Prouver que j'avais été manipulée. Que je n'avais pas compris la portée des documents signés. Que mes enfants avaient profité de ma confiance et de mon âge. Il avait déjà réuni des témoignages. Des collègues de l'hôpital qui pouvaient attester de ma lucidité. Des relevés bancaires qui montraient les transferts suspects. Des enregistrements de conversations téléphoniques où Nadège parlait de moi comme d'une vieille femme sénile qu'il fallait mettre de côté. Mais il m'a aussi prévenu. Ce genre de bataille pouvait durer des mois. Mes enfants allaient nier. Ils allaient se défendre. Ils allaient peut-être même m'accuser de mentir. J'allais devoir tenir bon.
Accepter de les affronter publiquement. Accepter que la famille éclate définitivement. J'ai regardé Ibrahima. J'ai pensé à cette nuit où je l'avais sauvé sans rien demander en retour. Et j'ai compris que la vie avait une drôle de façon de rendre justice. J'ai dit oui. Les jours suivants ont été un tourbillon. Ibrahima a déposé une requête en urgence auprès du tribunal. Il a demandé le gel de la vente de la maison. Il a exigé un audit complet des transactions bancaires. Il a convoqué mes enfants à une médiation obligatoire. Quand Mamadou a reçu la convocation, il m'a appelé. Il était furieux. Il criait au téléphone. Il me traitait d'ingrate. Il disait que j'étais manipulée par un inconnu, que je devenais folle, que j'allais tout perdre par ma faute. Aïcha, elle, a pleuré. Elle m'a supplié de retirer ma plainte. Elle m'a dit qu'elle m'aimait, que tout ça était un malentendu, que Laurent l'avait poussée à faire ces choses, qu'elle regrettait. Mais quand je lui ai demandé de me rendre mon argent, elle est devenue silencieuse. Puis, elle a raccroché. Nadège, quant à elle, a été la plus directe. Elle m'a envoyé un message. « Vous allez regretter. Vous êtes seule. Nous sommes une famille. Vous n'avez aucune chance. » Mais elle avait tort, parce qu'Ibrahima n'était pas seul. Il avait contacté d'autres avocats, des associations de défense des personnes âgées, des journalistes spécialisés dans les affaires familiales. Mon histoire commençait à circuler, pas avec mon vrai nom, pas avec tous les détails, mais suffisamment pour que des gens comprennent ce qui se passait. Le jour de la médiation est arrivé. Nous étions tous réunis dans une salle froide du tribunal. Mamadou portait un costume. Aïcha avait mis une robe sage. Nadège se tenait droite, le visage fermé. Laurent pianotait sur son téléphone. De mon côté, j'étais assise à côté d'Ibrahima. Je portais une robe simple. Mes cheveux gris étaient attachés. Je n'avais pas mis de maquillage. Je voulais qu'ils voient la vraie Mariama, celle qu'ils avaient essayé d'effacer. Le médiateur a commencé par expliquer la situation. Il a lu les accusations. Il a montré les preuves, les relevés bancaires, les contrats de vente, les clauses cachées dans les donations. À chaque document présenté, je voyais le visage de mes enfants changer. Mamadou serrait les poings. Aïcha baissait les yeux. Nadège fixait le mur. Puis le médiateur a demandé à mes enfants de s'exprimer. Mamadou a pris la parole en premier. Il a dit qu'il avait agi pour me protéger, que je ne comprenais plus rien à l'argent, que j'aurais pu me faire arnaquer par des escrocs, qu'il valait mieux que la maison soit à son nom, que c'était une question de prudence. Il parlait avec assurance, comme s'il croyait vraiment à ce qu'il disait. Ibrahima a sorti un document, un relevé de compte. Il a montré que 3 jours après le transfert de propriété, Mamadou avait contracté un emprunt en utilisant ma maison comme garantie. 50 000 €, pour acheter une voiture de luxe. Le visage de mon fils est devenu blanc. Le médiateur a levé les yeux. Il a demandé « C'était pour protéger votre mère, ça ?» Mamadou n'a pas répondu. Aïcha a essayé de prendre la défense de son frère. Elle a dit que c'était compliqué, que nous ne comprenions pas leur situation financière, que Laurent avait des dettes, qu'ils avaient besoin de cet argent. Elle parlait vite, trop vite. Et soudain, elle a dit quelque chose qu'elle n'aurait jamais dû dire. De toute façon, cet argent nous revenait. C'est notre héritage. On a juste pris un peu d'avance. Le silence qui a suivi était assourdissant. Même Laurent a levé les yeux de son téléphone. Le médiateur a posé son stylo. Il a regardé Aïcha et il a dit « Madame, votre mère est vivante. Vous ne pouvez pas parler d'héritage. Vous avez volé une personne en vie. » Aïcha a éclaté en sanglots. Mais ces larmes ne m'ont rien fait, parce que j'avais compris. Pour eux, j'étais déjà morte. Ils avaient juste oublié de m'enterrer. Ibrahima a pris la parole. Il a réclamé l'annulation de toutes les donations, le remboursement intégral de l'argent volé, la restitution immédiate de la maison et des dommages et intérêts pour préjudice moral. Il a ajouté que si mes enfants refusaient, il porterait l'affaire devant les tribunaux et que cette fois, ce serait public, avec leur nom, leur visage, leur honte exposée à tous. Mamadou a regardé Nadège. Nadège a regardé Laurent. Aïcha pleurait toujours. Et moi, je les ai regardés tous les 4. J'ai vu la panique dans leurs yeux, la peur d'être démasqués, la honte d'être pris la main dans le sac. Mais je n'ai vu aucun regret sincère, juste la peur des conséquences. Le médiateur leur a donné 1 semaine pour réfléchir, 1 semaine pour décider s'ils allaient réparer ou affronter la justice. En sortant de la salle, Mamadou m'a regardé. Il a ouvert la bouche, mais aucun mot n'est sorti. Aïcha est partie sans me regarder.
Nadège m'a lancé un regard de glace, et Laurent a simplement haussé les épaules. Ibrahima m'a raccompagnée jusqu'à ma voiture. Il m'a dit « Vous avez été courageuse ». Il m'a dit que la bataille était presque gagnée, que mes enfants n'avaient aucune défense solide, que dans quelques semaines, je récupérerais tout. Il m'a souri. Et pour la première fois depuis des mois, j'ai senti un poids s'enlever de ma poitrine. Cette nuit-là, j'ai dormi. Vraiment dormi. Sans cauchemar, sans angoisse. Parce que je savais que je n'étais plus seule. Parce qu'un jeune homme que j'avais sauvé 15 ans plus tôt me rendait la vie que mes propres enfants avaient essayé de m'arracher. La justice n'était pas tombée du ciel. Elle était née d'un geste simple, d'une signature au bas d'un papier, d'une nuit où j'avais choisi de croire en la vie. 3 jours après la médiation, j'ai reçu un appel d'Aïcha. Sa voix était différente, plus froide, plus calculée. Elle m'a dit qu'elle voulait me voir, seule à seule, sans avocat, sans témoin, juste elle et moi, comme avant. J'ai hésité. Ibrahima m'avait conseillé de ne plus leur parler sans sa présence, mais c'était ma fille. Une part de moi voulait encore croire qu'il restait quelque chose à sauver. Nous nous sommes retrouvés dans un petit parc près de chez moi. Elle était assise sur un banc quand je suis arrivée. Elle portait un foulard bleu que je lui avais offert pour son anniversaire il y a 3 ans. Elle l'avait mis exprès, pour me rappeler les bons moments, pour jouer sur mes émotions. Je me suis assise à côté d'elle. Elle a commencé à parler. Elle m'a dit que tout ça était allé trop loin, que ce n'était pas ce qu'elle avait voulu, que Laurent l'avait poussée, que Mamadou avait pris des décisions sans la consulter, qu'elle regrettait sincèrement. Puis elle a posé sa main sur la mienne. Elle m'a regardée avec des yeux suppliants. Elle m'a dit « Maman, si tu retires ta plainte, on te rendra tout. Je te le promets. On signera les papiers. Tu récupéreras la maison, l'argent, tout. Mais s'il te plaît, ne nous traîne pas devant les tribunaux. Pense à tes petits-enfants. Pense à ce que les gens vont dire. » J'ai regardé son visage. J'ai cherché la sincérité dans ses yeux. Mais tout ce que j'ai vu, c'était la peur. La peur d'être exposée. La peur de perdre sa réputation. Pas de remords pour ce qu'elle m'avait fait. Juste la peur des conséquences. J'ai retiré ma main doucement. J'ai dit « Aïcha, tu ne regrettes pas de m'avoir volé. Tu regrettes de t'être fait prendre. » Son visage s'est durci. Le masque est tombé. Elle s'est levée brusquement. Elle m'a dit « Tu sais quoi, maman ? Tu es égoïste ? On a sacrifié notre vie pour toi. On t'a supporté. Tes plaintes, tes exigences. Et maintenant, tu nous détruis pour de l'argent ? Tu préfères un inconnu à tes propres enfants ? » Elle criait presque. Des passants se sont retournés. J'ai senti la honte monter en moi. Mais je me suis levée aussi. Et j'ai dit d'une voix que je ne me connaissais pas. Cet inconnu m'a traité avec plus de respect en 1 semaine que vous en 40 ans. Aïcha est partie sans se retourner. Je suis restée debout au milieu du parc, les jambes tremblantes, le cœur lourd, mais pas brisé, parce que quelque chose en moi s'était libéré. J'avais enfin dit la vérité, sans peur, sans culpabilité. Le lendemain, Ibrahima m'a appelé. Il avait des nouvelles. Mes enfants avaient accepté un accord. Ils allaient restituer la maison, rembourser l'argent en 3 versements, signer une reconnaissance de dette devant notaire. Tout serait officialisé dans 1 semaine. Mais il y avait une condition. Je devais accepter de ne plus avoir de contact avec eux pendant 1 an. Ils voulaient couper les ponts, officiellement pour que chacun puisse réfléchir, officieusement pour sauver les apparences. J'ai demandé à Ibrahima ce qu'il en pensait. Il m'a dit « Mariama, ils vous ont tout pris. Maintenant, ils veulent vous enlever votre dignité en vous faisant croire que c'est vous qui les abandonnez. Mais la vraie question est, est-ce que vous avez encore envie de les voir ? » J'ai réfléchi longtemps. J'ai pensé aux dimanches où je cuisinais pour eux, aux anniversaires, au Noël, au moment où je croyais être une bonne mère. Puis j'ai pensé à leur regard ce jour-là au tribunal, à leur absence de remords, à leurs mensonges. Et j'ai compris que je n'avais pas perdu mes enfants. Je n'avais jamais vraiment eu leur amour. J'avais juste eu leur intérêt. J'ai dit oui à l'accord. 1 semaine plus tard, nous étions de nouveau devant le notaire. Mais cette fois, c'était différent. Mamadou signait les papiers sans me regarder. Aïcha fixait le sol. Nadège tapait nerveusement sur la table. Laurent bâillait. Ibrahima vérifiait chaque ligne, chaque clause, chaque virgule. Il s'assurait que tout était en ordre, que je récupérais tout, jusqu'au dernier centime. Quand le notaire a validé les signatures, Mamadou s'est levé. Il s'est dirigé vers la sortie.
Puis il s'est arrêté. Il s'est retourné vers moi. Il a dit « J'espère que tu es contente. Tu as choisi l'argent plutôt que ta famille. » J'ai respiré profondément. J'ai dit « Non, j'ai choisi ma dignité plutôt que votre mépris. » Il est parti sans un mot. Aïcha l'a suivi. Nadège a claqué la porte. Laurent est sorti en traînant des pieds. Et je me suis retrouvée seule avec Ibrahima et le notaire. Le notaire m'a tendu les clés de ma maison. Il m'a dit « Madame, vous êtes courageuse. Peu de gens osent affronter leur famille comme ça. » J'ai pris les clés. Je les ai serrées dans ma main. Ces clés pesaient lourd, mais c'était un poids différent. Ce n'était plus le poids de la trahison. C'était le poids de la liberté. Ibrahima m'a raccompagnée jusqu'à ma voiture. Il m'a dit qu'il avait une dernière chose à me dire. Il a sorti une enveloppe de sa poche. Il me l'a tendue. J'ai demandé ce que c'était. Il a souri. Il a dit « La nuit où vous m'avez sauvée, j'ai promis de ne jamais vous oublier. Voilà ma façon de tenir cette promesse. » J'ai ouvert l'enveloppe. À l'intérieur, il y avait une lettre manuscrite. Une longue lettre où Ibrahima racontait son parcours. Comment, après l'accident, il avait décidé de devenir avocat pour aider les gens comme moi, les personnes âgées exploitées par leur famille, les parents trahis, les faibles écrasés par les forts. Il écrivait qu'il avait fondé une association, qu'il défendait gratuitement des dizaines de cas par an, que tout ça, c'était grâce à moi, parce que j'avais cru en lui quand personne d'autre n'y croyait. Les larmes ont coulé sur mes joues, mais c'étaient des larmes différentes, pas de douleur, de soulagement, de gratitude. Ibrahima m'a serré dans ses bras. Il m'a dit « Vous m'avez donné la vie, je vous ai rendu votre dignité. Nous sommes quittes maintenant. » Mais nous ne l'étions pas, parce que ce qu'Ibrahima m'avait donné allait bien au-delà de ma maison et de mon argent. Il m'avait rappelé que je valais quelque chose, que ma vie avait compté, qu'un geste d'amour, même petit, même oublié, peut revenir des années plus tard sous la forme d'une justice que personne n'attendait. Ce soir-là, je suis rentrée chez moi, dans ma maison, celle que j'avais achetée avec mon travail, celle que mes enfants avaient essayé de m'arracher. J'ai ouvert la porte, j'ai allumé les lumières, j'ai fait chauffer de l'eau pour le thé, et je me suis assise dans mon fauteuil. Le même fauteuil où je m'étais effondrée il y a quelques semaines. Mais cette fois, je n'étais plus écrasée. J'étais debout, intérieurement. Les semaines suivantes ont été étranges, silencieuses. Mes enfants ne m'ont plus contactée. Pas un message, pas un appel, rien. Au début, ça faisait mal. Puis j'ai compris que ce silence était un cadeau. Il me permettait de guérir, de reconstruire, de me retrouver. J'ai recommencé à aller au marché, à cuisiner pour moi, à inviter des amis, des collègues de l'hôpital, des gens qui m'appréciaient vraiment. J'ai même repris le jardinage. J'ai planté des roses, des jasmins, des herbes aromatiques. Chaque plante que je mettais en terre était un symbole, une preuve que je pouvais encore créer de la beauté, que ma vie n'était pas finie. Un matin, 3 mois après la signature, j'ai reçu une carte postale. Sans adresse d'expéditeur, juste quelques mots. Merci pour tout, Ibrahima. Au dos, il y avait une photo. Lui, entouré de 5 personnes âgées, tous souriants, tous sauvés, tous debout. J'ai accroché cette carte sur mon frigo, à côté d'une vieille photo de mes enfants. Une photo d'un temps où je croyais encore que l'amour familial était inconditionnel. Aujourd'hui, je ne sais pas si mes enfants regrettent. Je ne sais pas s'ils comprennent ce qu'ils ont perdu. Mais ce que je sais, c'est que je ne regrette rien, parce que cette histoire m'a appris quelque chose d'essentiel. Parfois, ceux qui nous sauvent ne sont pas ceux qu'on attendait. Parfois, la famille qu'on choisit vaut mieux que celle qu'on a reçue. Et parfois, un simple geste de bonté peut revenir nous sauver au moment où on en a le plus besoin. Si cette histoire vous a touché, si vous aussi vous avez dû choisir votre dignité plutôt que le confort du silence, écrivez justice rendue dans les commentaires, parce que vous n'êtes pas seul, et parce que parfois, la vie nous rend ce qu'on a semé.